Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Christine. On démarre la journée avec ce temps automnal et avec quelqu'un qui a bravé les bouchons. Le temps automnal à Paris. À Paris, mais un peu partout aussi, qui a bravé les bouchons, les embouteillages, parce que ça circule merveilleusement bien, évidemment, quand il fait mauvais. C'est surtout une femme puissante et on est ravis de la recevoir. On va parler télévision avec vous, Alexia Laroche-Joubert. Bonjour. Bonjour. Merci. Je suis on hyper peut dire à nos auditeurs, c'était tout un périple. C'est ça, j'étais en tension. Parce que c'est vrai que là, c'est compliqué. Là, la préparation des JO, plus la pluie à Paris. C'est bordel. Tout est fermé. Alors pour nos auditeurs, évidemment, faut faire Koh-Lanta à Paris, Alexa. C'est pas simple de leur expliquer qu'ils vont pas les manger dans un supermarché au bout de la rue. Mais ça, c'est vrai que ça ressemble à un temps de tempête sur Koh-Lanta. Vous êtes, je disais, une femme puissante à la tête de la principale société de production. On va dire un Français sur deux regarde au moins une fois dans la semaine. Oui, il y a à peu près 38 millions de personnes qui nous regardent. Ça donne le vertige quand on s'arrête à ce chiffre-là ou pas ? Non, ça veut dire que déjà il y a des gens qui prennent plaisir à nous regarder. Ça veut dire qu'on a une diversité de programmes qui contentent quand même la moitié de la population. Donc ça, c'est une satisfaction. Ça peut aller du 28 minutes sur Arte, TPMP, les jeux présentés par Nagui, Starac, Secret Story. Donc je pense que c'est ça aussi la richesse du groupe. Non, ça me donne. Quand je réfléchis pas comme ça, non, Mais ça me fait plaisir. Français. C'est une histoire française. Ça aussi, c'est une très belle histoire. C'est important de le dire. Et c'est très important. C'est un groupe français, c'est un fleuron français même, puisqu'on est le premier groupe international de production indépendant. Donc on est devant les Américains, les Anglais, les Hollandais. Donc on en est très fiers. On est présent à peu près dans plus d'une vingtaine de territoires et on a 130 sociétés à travers le monde, avec la moitié de fiction et la moitié de flux. Et là, par exemple, on a sorti 70 séries de fiction cette année, donc on est très très fiers. Il est parti de rien, Stéphane Courbien. Vraiment, il a quitté Arthur pour monter Banijay. C'est une histoire assez incroyable. Et dire que Christophe de Chavannes l'a mis à la porte. Des fois, on doit se mordre les doigts. Exactement. Ça l'a pas empêché de faire une grande carrière ni à l'un ni à l'autre. Bon, on va vous proposer un petit zapping de l'actu, même si je pense qu'il y a des choses que vous avez j'ai déjà fait un zapping pour exprès Alexia. pour vous signer Gilles Gansman. Allez, on est parti. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et c'est parti pour le bling bling, le tapis rouge de Cannes, le festival et ses fastes démarrent aujourd'hui. Alors durant cette quinzaine, on attend Meryl Streep, Chris Hemsworth, Uma Thurman et Camille Cotin qui sera la présidente du jury. On nous annonce. Non, elle est maîtresse de cérémonie. Ah oui, maîtresse de cérémonie. Et on nous annonce un festival de Cannes très féminisé et festival de Cannes qui n'est pas un très bon souvenir pour Jean Reno. Il l'a expliqué hier dans cet avou lorsqu'il a dû monter les marches pour le Grand Bleu. Il y avait la musique du Grand Bleu et d'Éric Serra pour accompagner votre montée des marches en costume bleu, en ouverture, et une critique d'une sévérité à l'issue de la projection presse. Le grand blues, le grand plouf, la mer à boire. Oui. Vous vous en souvenez de ça, de ce fiasco critique ? Oui, c'était un coup de poing dans la figure, oui, c'était difficile. Mais le film a survécu, et il a grandi. Il est devenu culte même. Ouais. Les critiques sont plus là. 1 an à l'affiche, 9 millions d'entrées. Ça a été une revanche quand même. Le coup de Cannes était passé. Après, le film a fait sa vie avec le public, parce qu'une fois que c'est fait, le public s'empare du film. Mais pour Luc, ça a été ouf, parce que le pauvre, il s'en est pris plein la tête à l'époque. Et Oui, vous tous avez monté les marches avec Loana. Alors pas avec Loana, parce que j'étais pas avec elle quand elle a monté les marches. C'était incroyable, c'était un événement. Incroyable. C'était un événement. Alors d'autant plus que maintenant on voit pas mal d'influenceurs, de TikTokers et autres YouTubeurs sur les marches à Cannes. À l'époque, c'était vraiment très particulier d'ouvrir à des candidats de télé-réalité la montée des marches. Non, moi j'ai une jolie histoire. J'ai descendu les marches. J'ai descendu les marches parce que j'étais amoureuse et donc j'avais des diamants, une robe de soirée, etc. Et je me suis dit non, je suis trop amoureuse. J'ai descendu les marches, j'ai pris un avion, je suis montée à Paris, j'ai embrassé mon amoureux, je suis redescendue, j'ai redonné les diamants à De Beers. Incroyable.
Incroyable. Femme de passion, voilà. Et justement, Jean Reno parlait de la critique. Il y a eu également, puisqu'on parlait de Loana, ça a été incroyable aussi, tous les critiques du Loft à sa sortie. Je pense que alors, est-ce qu'on peut parler quelquefois, en tout cas à l'époque peut-être d'une certaine forme de snobisme du monde du 7e art sur, alors à la fois une certaine forme de cinéma, comme l'était le Grand Bleu, et des émissions de télévision, ça c'est sûr. Je pense que c'est là. Moi, je suis fondamentalement une fille qui aime le populaire. J'ai une autre société qui s'appelle Mainstream, ce qui veut dire populaire d'une certaine façon. Et donc, j'ai quitté Canal+, je me rappellerai toujours, je l'avais dit à Pierre Lescure, en lui disant, écoute, je vous adore, vous êtes talentueux, on était dans les années 90, je vous trouve incroyable, mais je me sens pas chez moi, je veux parler au plus grand nombre, et je suis partie pour TF1. Ce qui était une sorte de crime de lèse-majesté, on quittait pas Canal à l'époque. Et je pense que c'est profondément ma nature. Donc quand on pense que le Grand Bleu, qui a eu un tel accueil, qui encore des générations après marque les esprits, je trouve ça dingue. Et je pense qu'il faut une remise quelquefois en question, en tout cas de cette période-là. Et puis toujours dans cet avou, il y avait Nikos Aliagas, lui qui a vécu sa meilleure vie à Olympie quand il a présidé évidemment la cérémonie de la flamme. Il est revenu ce moment fort pour lui. Revenir à Olympie. Très émouvant. D'abord parce qu'on a affaire à un autre espace-temps, parce que je me retrouve en face d'une grande prêtresse qui, dans la langue d'Homère, demande à Apollon d'allumer une torche. Aujourd'hui, une jeune femme qui dit Apollon, Dieu du soleil et de l'idée de lumière. Waouh. L'idée de lumière, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? À qui tu peux dire ça? Vous êtes dans quel camp? Le camp chouette des Jeux Olympiques Ah moi oui. Alors même si ce matin je suis un peu énervée. Moi, vous avez votre QR code? Ça y est, j'ai vu ça sonner. Oui, bien sûr. Donc non, moi je trouve ça quand même enthousiasmant. Vous avez regardé, il y avait Nico justement, mais après c'est arrivé en rade de Marseille, tout ça, etc. Marseille, vous avez vu les images? Oui, bien incroyable. Sûr. Ah mais moi je trouve qu'il y a c'est une ferveur quand même. Et alors oui, on va sûrement pester parce que Paris n'est pas exactement la capitale idéale pour ce type d'événement. Néanmoins, ça va être fantastique pour le tourisme. Ça va être fantastique de montrer notre ville comme ça, et puis même de voir la Concorde avec les gradins. Enfin, il y a une forme de truc un peu marrant de mélanger ces deux genres, quoi. Donc, je trouve ça super. Et nous, on parlera tout à l'heure dans la deuxième partie d'un programme qui me fait beaucoup marrer, qui faut avoir un humour et un décalage sur les apprentis. Le vrai titre, c'est quoi? C'est les apprentis champions. Je vous passerai la bande-annonce. Ça va être quelque chose. C'est un petit clin d'œil. Ah, j'adore. C'est un petit clin d'œil, en effet, au JO. Et on en parlera tout à l'heure. Bon, vous avez compris, je vous ai fait un zapping TV pour vous. On poursuit donc après Nikos avec Laurent Ruquier, alors qui était invité de Quotidien. Il est revenu sur sa rupture avec France 2. Votre histoire avec France Télévisions, elle est terminée? Tant que Stéphane Gomez sera directeur... numéro 2 de France Télé. Il paraît que c'est pas encore pour longtemps, mais dès qu'il y a eu son arrivée sur le service public, voilà, moi, j'ai bien senti que j'étais pas dans ses papiers. Pourquoi vous avez dit ça? Parce qu'il faut pas colporter des rumeurs si... Je sais pas, il y a des rumeurs, j'aime bien colporter des rumeurs. Quand ça concerne des gens qui vous aiment pas, c'est très bien. Mais en revanche, j'ai toujours eu des bons rapports avec la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, avec elle. Je ne me suis pas fâché, donc on ne sait pas. On verra bien. Vous savez, les directeurs, ça change. Mais est-ce que je reviendrai un jour sur France Télévisions? Peut-être jamais. Puis ça me va très bien. Et vous entendez bien avec Sylvain Gomez? Oui, moi on travaille énormément pour le service public, puisqu'on a beaucoup de quotidiennes, on a Fort Boyard, voilà. Non, ça se passe très bien. Et là, le projet qui va arriver justement au Parlement de fusion de cette grosse machine du service public, de toutes les chaînes, avec apparemment donc une volonté d'aller encore plus loin que ce qui était prévu. Oui, alors c'est ce qu'ils disent, c'est la BBC à la française un peu. Ça a sûrement du sens éditorialement. Je pense que ça va être complexe
complexe parce que c'est deux schémas complètement différents, probablement même des salaires différents. Donc ça va être un gros chantier. Collectives différentes. Ça va être un gros chantier de synergie. Mais on a besoin de ça dans la production pour donner du souffle, Oui, et puis je pense que on le voit, il y a déjà des tentatives éditoriales de mixité entre la radio et France Télévisions. Je trouve que c'est bien. En tout cas, c'est dans le mouvement. Ça a été décidé. Rachida Dati porte ça haut et fort. Donc je pense que voilà, on est dedans et j'espère que ça permettra aussi probablement des passerelles de gens qui travaillent à la radio pour aller travailler sur France Télévisions et inversement. Donc ça vous intéresserait la présidence d'un tel groupe ? Ah ça c'est une drôle de question. Est-ce qu'un tel groupe serait intéressé par ma présidence ? Je ne sais pas. Mais vous, c'est un challenge que vous aimeriez avoir, diriger le service public et ce nouveau groupe, à la fois la radio et la télévision. C'est magnifique le service public. C'est à la fois des moyens, des gens de qualité, une information exceptionnelle, du divertissement auquel on participe. C'est comme si j'avais l'impression que je n'ai pas encore la maturité suffisante. C'est quand même. Mais c'est un défi qui vous intéresserait. Oui, peut-être. Déjà, je ne dis jamais non à des défis. Mais en tout cas, ça n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Mais quand même, on peut venir vous voir. Vous pouvez en discuter. En tout cas, pas dans l'immédiat. Vous savez, j'ai énormément à faire avec Banijay France. C'est déjà super. Alors, vous qui avez fait beaucoup de télé-réalité, on en parlera. Vous avez rencontré tous les beaux gosses de la télé-réalité qui veulent être encore plus beaux gosses. Alors, vous savez ce qu'ils font, les beaux gosses, pour rester encore plus beaux gosses ? Je me doute. Maintenant, ils font de la chirurgie. Alors, la grande mode maintenant, c'est un reportage de TF1, c'est de se faire redessiner la mâchoire et se mettre des implants dans la mâchoire. Ah bon ? Écoutez, ouais. De jeunes hommes qui recourent à la chirurgie esthétique pour se refaire faire la mâchoire. Plus carrée, à la Brad Pitt ou à la Batman, dit-on. Vous serez aussi beau que ça. Comment avoir une mâchoire à la Batman ? Une forme jugée plus masculine, plus virile. Comment ? Parfois avec des injections. Mais le plus souvent, pour que ça dure plus longtemps, avec un implant en silicone fixé à l'os de la mâchoire. On le place sous la peau après une petite incision. Chez les jeunes, la mâchoire est très épaisse. C'est un os formidable. Mais c'est une des parties du corps qui tend à se rétrécir avec l'âge, ce qui affecte les contours du menton et la tenue de l'ensemble du visage. Vous êtes prêts ? Alors d'abord, je suis pas sûr de le vouloir et surtout le coût va peut-être me freiner entre 11 et 14 000 euros. Incroyable. Tous les shows de télé-réalité sur la chirurgie esthétique, ça n'a jamais été acheté par les chaînes, alors que c'est un carton aux États-Unis. Les make-overs et tout ça. Il y a The Swan, qui est un programme incroyable, où quand même la personne ne se voit pas. Pendant le temps de sa transformation, elle se découvre face à un miroir, et il y a cette scène surréaliste, où un petit garçon est censé retrouver sa maman, sauf qu'il ne la reconnaît pas. Non, on fait pas ça en France. Déjà, je pense que ça rentrerait sous le coup de la loi. C'est-à-dire, ça pourrait être une exploitation... Sur le secret médical ? Non, ça pourrait être une exploitation du corps humain. Si on en faisait un programme, entre guillemets, de télé-réalité. C'est pour ça qu'il y a des documentaires, des magazines. Donc, dans ces cas-là, on suit des gens qui sont dans une démarche qui est volontaire. Mais je vois pas ça du tout arriver en programme pur de télévision. Et pour finir, retour sur l'Eurovision. Je vais vous faire réagir sur toutes les polémiques de l'Eurovision. Et un petit malin, alors il s'appelle Lorenzo Tenizzi. Vous savez ce qu'il a fait sur son Insta ? Je trouvais que c'était une bonne idée. Il a traduit en français la chanson du gagnant suisse pour savoir ce qu'il disait. Donc on écoute. Je suis revenu de l'enfer pour aller vers le droit chemin. J'ai cassé le code, oh oh oh. Comme les harmonies, j'ai juste donné du temps. Maintenant je suis au paradis. J'ai cassé le code, oh oh oh. Voilà. Il n'a pas la voix du chanteur, mais c'est l'exercice qui m'a plu. Oui. Non ? Oui, non, mais c'est intéressant d'avoir effectivement... Je vous voulez pas commenter les paroles. Je m'attendais à des paroles plus... Ah, mais ça, c'est parce que vous parlez pas anglais, mais non, les Beatles, c'est pas non plus... Non, mais je sais bien, c'est pour ça que parfois la traduction on va éviter. Et cette polémique sur l'Eurovision, tous les gens qui sont tombés sur comme Ségolène Royal qui dit c'est un festival de monstres. Alors déjà, c'est un festival qui marche.
c'est déjà pas mal. Ça permet toujours d'écouter de la musique, ça permet de mettre en avant des cultures aussi différentes que celles de la Suisse. C'est pas fréquent. Donc non, la plus grosse polémique, c'était sur la candidate israélienne. Voilà, donc ça pour le coup, je trouve que on dépasse le cadre artistique, de choix et de goût. Et ça, je salue le courage d'Arthur, voilà, qui dans ses posts a mis en avant quand même le fait qu'elle avait été soutenue par énormément. C'était une jeune fille de 20 ans qui n'a rien demandé à personne. Elle s'est trouvée, puis elle était droite, etc. Voilà, j'ai trouvé ça très dur et c'est pas le lieu où on devrait avoir ce type de débat. Allez, on vous retrouve dans un instant, juste après la pause sur Sud Radio. Notre invité média ce matin, Alexia Laroche-Joubert. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Notre invitée, Alexia Laroche-Joubert, présidente, directrice générale, PDG de Manigé. CEO, de Manigé France. C'est The Queen. The Queen of the TV. Voilà. Arrêtez, j'ai rendu ma couronne de Miss France ah oui, c'est vrai. Gilbert en début d'année. C'est ça. Et oui, parce que pour nos auditeurs, vous avez Alexia, président. Vous avez présidé. C'est quel univers les Miss France quand on préside cet univers de paillettes, mais en même temps c'est tout à la fois. C'est pour ça que j'aime énormément Miss France et que ça a été un plaisir intense que de produire ce programme-là, et aussi de participer à toutes les élections régionales, parce que ça vient du terroir, ça vient il y a une notion d'ascenseur social qui est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Bah oui, c'est des jeunes filles à qui on offre l'opportunité de vivre quelque chose. On leur dit pas qu'elles vont automatiquement être Miss France, parce que toutes ne seront pas Miss France, il n'y en a qu'une. Mais en revanche, elles vivent une expérience incroyable. Elles rencontrent des gens qu'elles n'auraient jamais rencontrés. Elles vont sur des plateaux de télévision, c'est un événement, c'est vu par plus de 8 millions de Français. Donc elles sont des stars dans leur région, surtout. Oui, elles sont des stars dans leur région. Enfin voilà, il y en a qui grâce à ça aussi, gagnent de l'argent, etc. Donc voilà, moi et puis il y a ce moment de paillettes, de robes, c'est un rêve de petite fille. Voilà. Et les critiques sur justement cette, on va dire cette image que l'on renvoie de la femme. Moi j'ai beaucoup répondu à ça. Alors en tant que, moi je dis que être féministe, c'est donner la possibilité à une femme d'être autonome. Et donc c'est exactement ce qui se passe avec Miss France. Quand vous êtes Miss France, vous êtes autonome, vous gagnez votre vie et vous avez une parole qu'on écoute. Et ça, je pense que c'est la consécration pour moi de ce qu'est être féministe. Voilà, c'est exister, être entendu, compter et gagner sa vie et être autonome. Alors Manigé, c'est une société de production. Qu'est-ce qu'elle a de différente des autres et pourquoi elle a avalé presque toutes les sociétés françaises ? Avaler, ça voudrait dire qu'on soit un peu aux graisses. 17 sociétés. 17 sociétés. Non, je pense que... vous avez Nagui, vous avez Hanouna, et vous d'ailleurs avez depuis longtemps, Line, vous avez et depuis très longtemps. Alors déjà, c'est une société d'entrepreneurs, donc ça c'est très important. On cultive chez nous l'esprit d'entreprise, alors avec une certaine forme d'individualité, et je sais ça parce que moi j'étais à tête d'ALP, donc l'une des sociétés. Et après, on est constamment dans l'adaptabilité. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que je suis là pour les accompagner dans la transformation du secteur. La transformation, ça se passe par la digitalisation, l'internationalisation, la réduction des coûts. Donc ça, c'est moi qui dois leur permettre de surfer cette vague-là et de pas tomber dans les précipices. Peut-être que vos auditeurs ne le savent pas, mais dans le reste du monde, c'est compliqué. Il y a beaucoup de restructurations. Disney, par exemple, s'est séparé de 7000 collaborateurs à travers le monde. Channel 4 va réduire de 18% ses effectifs. Voilà, donc il y a une concentration, c'est extrêmement difficile. Nous, on est là pour les accompagner et pour, comme je dis souvent, s'il pleut, que je mette le parapluie et que eux continuent à travailler et être créatifs. Parce que, avant tout, il faut savoir qu'on est une société de créateurs, évidemment en France, mais aussi à l'international. C'est pour ça qu'on a toujours, nous, défendu la notion d'IP. Alors, IP, ça veut dire format, et un format qui circule. Alors, ça a été le cas, évidemment, et ça l'est toujours dans le flux. Par exemple, pour ceux qui connaissent les 50 et les apprentis, ça circule. Voilà. Ça se vend dans le monde, ça. Ça se vend dans le monde, bien sûr. Donc, la version Good Luck Guys, c'est vendu dans 7 territoires. Incroyable. Mais c'est aussi le cas avec nos fictions. Par exemple, Marie-Antoinette, la saison 1, a été vendue dans 147 pays.
Donc nous, le principe, et c'est la force du groupe Banijé, c'est qu'on fait circuler à la fois nos talents, c'est-à-dire qu'on peut aller travailler par exemple en Angleterre, en Allemagne, avec les Australiens, etc. Mais aussi, notre force, c'est nos IP. Et c'est pour ça qu'on défend bec et ongle, et quelquefois même contre nos partenaires diffuseurs, nos propriétés, parce qu'on considère qu'on est les meilleurs, illuminateurs de nos formats. C'est-à-dire le fait qu'on soit susceptible de créer un format comme Fort Boyard et de l'exporter à travers le monde, il faut pour ça être implanté dans différents pays. Ça veut dire que les 50 n'appartiennent ni à W9 ni à M6 ? Non, ça appartient à Banijé, et d'ailleurs ça a été produit là pour Telemundo, donc en Amérique. En Amérique. En Amérique de langue hispanophone. Donc c'est des vraies fiertés. Et je félicite d'ailleurs Florence Fayard parce que elle fait partie, Florence Fayard qui est à la tête de Banijé Production France, elle fait partie de ces femmes qui, en l'occurrence, créent des formats qui s'exportent. Et il y en a assez peu en France. Qu'est-ce qui fait la spécificité justement de ces productions françaises qui s'exportent? C'est quoi? Parce qu'on a parlé dans la musique, c'est le côté spécificité, la French touch, comme on dit. Ouais. Alors en France, parce qu'on nous a souvent reproché de ne pas être créatif, c'est faux. Et j'en veux pour preuve qu'il y a une forme de touch de production. C'est-à-dire qu'on dit souvent, quand un format arrive en France, qu'il est mis dans les mains des producteurs français, il s'upgrade. C'est-à-dire qu'il devient meilleur et grâce à ça, il voyage beaucoup mieux. Donc on a une vraie production value en France et un vrai savoir-faire créatif de mise en lumière des formats. Donc ça, c'est notre force. Et puis après, je pense que nous, chez Banijé, on est plugués avec l'air du temps. On est extrêmement à l'écoute justement de ceux qui vont nous regarder. C'est pas pour rien qu'on travaille énormément aussi avec les streamers. Donc ça veut dire qu'on a su à la fois... Ça, c'est Netflix et Prime Video. Voilà, on a su à la fois préserver les linéaires qui sont nos partenaires historiques et donc, qui sont très importants pour nous. Les chaînes dites classiques. Voilà, les chaînes historiques, classiques. Ouais. Et ce qu'on appelle nous les streamers, c'est-à-dire en effet les Paramount, les Netflix. On travaille à la fois en flux et en fiction. On a par exemple Dominique Farrugia qui nous a rejoint actuellement une production en cours, qui vient de finir lundi dernier, qui s'appelle Michel Bussy. Alors Michel Debussy, c'est pour TF1, mais il a sorti Carême pour Apple. C'est l'une des plus grosses productions françaises avec Benjamin Voisin. Et donc c'est une on a la chance de pouvoir travailler avec tout le monde dans tous les genres, et on participe aussi à une réflexion qui est très importante pour nos camarades, qui sont la digitalisation. C'est-à-dire que quand TF1 lance TF1+, il a Secret Story qui participe à faire rayonner TF1+. Secret Story, c'est le programme actuellement en access le plus fort en replay pour TF1. Mais qui marche pas en linéaire. Qui marche parfaitement en linéaire, dans la mesure où son objectif aussi, c'est de nourrir TF1+. Alors, on va expliquer pour nos auditeurs la différence, c'est que ça ne marche pas sur le flux. Mais c'est faux, hein. Là, actuellement, on a fait, hier, on a fait 26 en ménagère et 11, donc ça s'installe parfaitement. Ça fait 7 ans que c'est pas une merguez. Ah non, c'est pas... Là, vous me prenez, ça c'est pas simple. C'est à 10 lieues d'être une merguez. Et je l'ai dit à mon camarade Cyril, ça n'est pas une merguez. Ah bon, parce que pour nos éditeurs, Cyril Hanouna dans Touche à mon poste a dit on leur a vendu une merguez, genre on leur a revendu un truc, ils ont été assez cons pour l'acheter. Bon, qu'est-ce qu'ils ont été cons? Bon, alors pas non, mais vous avez vu l'extrait ou pas de ça? Bien sûr, j'ai vu l'extrait. Non, mais bien sûr. Il dit, vous avez vendu une merguez, et d'ailleurs, je m'en suis excusée auprès d'Ara Aprikian, parce que c'est complètement faux, et c'est un programme de qualité, et d'ailleurs, qui démarre même en Afrique. Et là, dans ces cas-là, ça va bientôt être lancé en Afrique. Oui, vous jouez les pompiers dans ces cas-là, quand il y a des guéguerres entre... Des guéguerres, ou des guerres d'ego, je sais pas comment... Ouais, c'est un peu la cour d'école, là. Mais non, je suis... Alors, je peux être un juge-arbitre, je suis quelqu'un qui a un peu plus de recul. Voilà. Cyril a d'énormes qualités, il exprime toujours ce qu'il pense, il a le droit de penser que c'est une merguez. Après tout, c'est son droit. Il s'avère que, heureusement, le public ne le pense pas. Allez, on va s'arrêter un court instant. On va s'arrêter un court instant, si vous le voulez bien, Sud Radio Média, avec notre invité ce matin. On est ravis, Alexia Laroche-Joubert. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio,
Le supplément média. Un supplément avec Alexia Laroche-Joubert, la présidente directrice générale de Banijé France. On va parler de votre actualité aussi, de tout ce qui arrive peut-être et que l'on va voir. J'ai ma petite liste de Noël. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver très vite. C'est les apprentis champions. Alors moi, ancienne sportive, j'attends. À 19h50. Non, c'est vrai que c'est un clin d'œil au JO, évidemment. Et on a convoqué 16 candidats de télé-réalité. Alors ça va de Julien Tanti et Manon, à Greg, à Nicolas Lezina, à Adixia et son nouveau mari, qu'elle a rencontré sur une émission que nous avons produite. Et on leur a dit, voilà, on va vous soumettre à des épreuves des JO. Bon, évidemment, on se doute que vous n'êtes pas particulièrement entraînés. Donc là, on a convoqué 2 grands sportifs médaillés. Voilà, 2 médaillés, que sont Muriel Ortiz et Pierre-Ambroise Boss, sous les commentaires de Patrick Montel, donc grand commentateur, et on va les entraîner. Et là, ils vont relever le défi, pas toujours brillamment. Et on a la bande-annonce. Écoutez, ça vaut son pesant de cacahuètes. 16 stars de télé-réalité se transforment en apprentis champions pour relever le défi sportif le plus fou de leur vie, pour la bonne cause. Répartis en 2 équipes, ils vont devoir aller chercher chaque médaille pour remporter de l'argent pour leurs associations. Mais si certains se sentent déjà prêts à battre des records, pour d'autres, c'est pas gagné d'avance. Je sais pas nager. Partez en premier, allez, on vous rejoint. Je pense qu'on s'est trompé d'aventure. Pour repousser leurs limites, ils auront l'honneur d'être coachés par de véritables gloires de l'athlétisme français. Voici vos coachs. Muriel Ortiz. Oh là 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 là. Et Pierre-Ambroise Boss. Une compétition intense qui se déroulera sous le verbe aiguisé de la star des commentateurs sportifs Patrick Montel. Eh ben c'est parti Laurent, on est chaud, on y est. Accompagné de Paga et de sa bonne humeur légendaire. Allez, ciao. Wow, Patrick, ça part en live. Athlétisme, natation ou encore gymnastique rythmique. Je veux tous vous voir en legging maintenant et en ballerine. Rien ne leur sera épargné. Ah oui, ça promet. C'est encore une création de Florence Fayard, et je remercie d'ailleurs W9. D'accord. Vraiment, parce que de faire ça, c'est formidable. parce que c'est une chaîne qui fait confiance aux créatifs et qui met beaucoup de nouveaux formats. Et c'est vrai que c'est voilà. Et puis après, j'ai envie de vous dire, ça permet de rentrer dans les cases de ce qui est demandé cette année olympique, c'est de faire 30 minutes d'activité par jour. Si ça peut inciter les gens à se bouger. Mais vous avez parfaitement raison. Je n'avais pas vu le bien-être physique de nos compatriotes. Après tout, s'ils y arrivent, pourquoi pas le tout un je me demande si je vais pas contacter le ministère de la Santé ou de la Jeunesse et des Sports. Et deuxième chose, Trash. Alors ça, c'est votre petit bébé à vous. Alors Trash, ouais. C'est une super idée aussi. Ouais, alors en fin de compte, l'idée elle est marrante comment elle est venue, c'est que je voulais faire de la fiction, je n'avais jamais fait de fiction, je me suis dit je n'ai pas l'expérience, donc il faut que je trouve un sujet qui me permette d'être légitime. Et donc est-ce que vous faites encore ce procès-là? Ah oui, moi je suis très très besogneuse et scolaire. Et donc je me suis dit l'histoire de Love Story, les coulisses de Love Story, c'est une histoire qui à mon avis peut intéresser les auditeurs, enfin pardon, en l'occurrence les spectateurs. Et on a signé ça avec Amazon. Et donc voilà, on a fini la production, on est en post-production, on finit la post-production et on est très content. Qui joue Loana ? C'est Marie Colomb qui est exceptionnelle. Et qu'est-ce que justement, comment on retrace la vie de cette jeune femme, enfin qui est devenue une femme aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a vécu, parce que finalement, on s'est arrêté nous uniquement, on s'arrête dans le jeu. Ouais, quand elle est dans le jeu. Voilà, et on termine sur la remontée des champs. Donc c'est vraiment les coulisses de Love Story, avec aussi comment il y a eu une forme de révolution à la fois sociologique, télévisuelle, de nouveaux producteurs qui ont pris le pouvoir face à l'ancienne génération de producteurs. C'est ça qu'on raconte aussi. Et vous avez refait la séquence de la piscine ? On a refait la séquence de la piscine qui quand même, ça aurait été compliqué de raconter Love Story sans la piscine. Et également, on retrouve tous les personnages, ou c'est plutôt vous et la production qu'on voit faire
Regardez ces gens. Comment vous jouez dans les deux, camps, si je puis dire? Ouais, on joue. Alors, on est complètement fidèle par rapport à ce qu'a vu le téléspectateur, c'est-à-dire les images du loft. Ça, on a reproduit à l'identique. Et on a raconté les coulisses avec, on va dire, on a retravaillé les personnages très différemment. Anaïd de Rosam, qui est censée me jouer, c'est pas moi, c'est pas mon histoire. Pareil pour Arthur, rien à voir. C'est Nicolas Briançon, donc qui joue plutôt un producteur sur le déclin. Donc voilà, on a complètement retravaillé ça. En revanche, le business, c'est-à-dire cette guerre qu'il y avait entre M6 et TF1, le fait que Nicolas Taverneau décide d'un seul coup de mettre Love Story, ce qui a rendu hystérique Patrick Lelay à l'époque, ça on raconte la réalité de cette rivalité. Mais toute ressemblance avec la réalité serait, donc voilà, c'est ce qu'on met en général. Oui, en tout cas il y a beaucoup de personnages qui ont été retravaillés complètement différemment. Et qui joue Stevie ? Alors, je ne sais pas, c'est tout petit. Enfin, il a une toute petite intervention. Ah, pourtant, c'est un jeune comédien. Stevie. Ouais, mais c'est un jeune comédien et non, c'est une toute petite intervention. Je me rappelle plus son nom. Donc, ça s'appelle Trash, ça sera sur Prime Video. Il y a également le retour d'un programme qui avait fonctionné sur M6, qui nous a donné entre autres les L5, mais également d'autres artistes. C'est Popstar qui revient sur Prime Video. C'est Popstar. C'est Thomas Dubois qui nous a appelé. C'est un format qui est donc, quand je vous parlais de format qui voyage, c'est un format qui est détenu par Banijé, qui a été lancé en Australie et comme tout le monde sait, qui a une énorme carrière entre autres en France. Et il nous a rappelé et là on a tourné, donc c'est produit par DMLS TV, Mathieu Vergne et Anne Marcassius, et on a travaillé avec un jury très différent puisqu'il est composé de Louane, Eddie Despretto et Alonso, donc 3 genres très différents, et ils vont composer un groupe qui peut être mixte, pas mixte, voilà. On va laisser le téléspectateur découvrir. Et les chansons sont bien? Vous connaissez le premier single? Alors moi je connais le premier single, je connais même plus que le premier single, c'est très très bien. Vous connaissez l'album? Ouais. Incroyable. Qu'est-ce que je suis un insider. Et puis Fort Boyard, on a eu un peu peur avec Fort Boyard. Alors on travaille depuis très longtemps. On travaille depuis très longtemps avec, en l'occurrence, la collectivité qui va s'occuper de la réfection du fort. Il y a un vrai problème avec le fort, c'est qu'il y avait une sorte de piton rocheux qui protégeait le fort des assauts de la mer qui peuvent être extrêmement violents dans cette région. Et c'est vrai qu'on était très préoccupés avec la Charente-Maritime par le bâtiment dont on l'exploite nous en bon père de famille, et donc ils vont lancer une grande opération de mécénat également, donc vous pourrez participer à la réfection du fort pour recréer ce piton devant le fort et recréer ce qui avait été le port d'amarrage des bateaux qui est juste derrière. Et en fin de compte, tout le monde s'est inquiété de comment on allait produire le programme pendant ces travaux, mais on s'est organisé en l'occurrence avec les futurs ouvriers, et en fin de compte c'est derrière le fort, donc on peut nous filmer sans être encombré par les travaux. Parce que pour ceux, vous n'avez jamais eu la chance d'aller sur le fort, moi j'ai eu. Et si. Et quand vous restez, ça bouge en fait. Des fois vous sentez comme c'est sur du sable, vous sentez le fort bouger, c'est assez étonnant et impressionnant. Vous avez fait des épreuves là-bas? Vous êtes en reportage? Bien sûr. Le fort, c'est magique parce que quand vous le voyez, vous arrivez par bateau et vous voyez le fort qui grossit et vous rentrez dans la télévision. Enfin, c'est marrant parce que j'ai énormément de demandes pour visiter le fort. Il s'avère que ça n'est pas ouvert au public. Ça sera d'ailleurs peut-être. Ça c'est la bonne nouvelle à l'issue des travaux. Mais voilà. Puis c'est un programme qui habite. Il est patrimonial autant l'édifice que le programme. Et puis ça fait partie des émissions qui sont dans le, on va dire, dans le rythme, dans le rythme finalement. Exactement. C'est comme Koh-Lanta, c'est comme voilà. Et puis le balai des techniciens, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une cellule, ils préparent l'autre cellule. Il y a 140 personnes qui travaillent sur le fort. Voilà, il y a un moment, il faut rendre aussi hommage à. Ok, il y a les créateurs, etc. 35 métiers. Et qui sont dingue. Et moi, ces gens-là, c'était très impressionnant de les voir, de voir comment à côté, pendant que le jeu se déroule, il y a une autre cellule qui se prépare, les cadreurs qui se mettent en place. Comme quoi, donc, et ça marche, et les gens adhèrent, et de génération en génération, ça fonctionne. Et je peux parler de 2 autres créations, parce que c'est très important pour nous de parler de création. On participe nous-mêmes à financer nos propres créations sur les chaînes françaises. C'est-à-dire qu'on a un fonds financier mondial qui nous permet d'upgrader la production. Et donc, Nagui va sortir un nouveau jeu qui s'appelle
s'appelle Qui restera dans la lumière, qui va être présenté par Bruno Guillon, de Prime. Le principe, 100 candidats qui s'affrontent pour gagner 100 000 €, mais un seul restera dans la lumière. Donc ça, on va le découvrir bientôt sur France Télévisions. Et pourquoi il resterait dans la lumière? Parce que, en fin de compte, il y a toute une stratégie. C'est qu'il faut qu'il réponde à des questions suffisamment difficiles pour que le public, lui, ne puisse pas répondre et reste dans l'ombre. Donc, si lui seul reste dans la lumière, il gagne les 100 000. Et on a La Voix des stars, aussi pour France Télévisions. Et d'ailleurs, je salue France Télévisions aussi, 2 mètres de la création française. Alors, Alexandra Redamiel nous en a parlé la semaine dernière. Donc faut reconnaître des gens, de savoir si c'est la véritable star qui chante ou si c'est quelqu'un d'autre. En fait, c'est un talent show. Voilà, Mathieu Vergne aussi, c'est un talent show de sosies vocaux, de stars connues, et ils ne viennent pas grimer. Donc, vous ne pouvez pas savoir qui ils chantent, et ils ont la tessiture des grandes stars qu'on connaît, et c'est surtout un jury exceptionnel avec Véronique Dicker, Liane Folly, Michael Gregorio et Jarry. Donc ça, c'est. Mais il n'y avait pas un format qui existait déjà dans les autres chaînes? Il y a un format, non, il y a un format étranger dont on est propriétaire. Non, alors il y a un format qui s'appelle Star Trek, qui est très bien, qui a été fait en Angleterre, en Belgique et au Portugal. Mais là, pour le coup, ils sont grimés. C'est des gens anonymes qui se griment dans leur artiste. Ah oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas exactement le même concept. Et quel est le programme que vous rêvez de faire dans l'absolu? Alors moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de programmes que j'aurais rêvé de faire. Moi, je connais la réponse. Mais j'aurais adoré... Alors, c'est quoi ma réponse? La dernière fois, je vous ai posé cette même question et c'était Marié au premier regard. Vous étiez très fan de ce programme. Marié au premier regard, j'ai toujours dit j'aimerais pas le faire parce que j'aime tellement le regarder que je veux pas savoir ce qui se passe en coulisses. Ah oui, voilà. C'est Ninja Warrior. Ah oui? Ouais. J'aurais adoré faire Ninja Warrior. Qu'est-ce que vous auriez changé? Oh, je pense que j'aurais rien changé parce que j'aime vraiment Ninja Warrior tel quel. Bon, après j'aurais retrouvé mon Denis. Non, je trouve que c'est cette lutte, ces épreuves comme ça en plein milieu de Cannes. Enfin, j'aurais adoré faire ce programme. Et puis on peut parler également. Donc on a parlé de trash, on a parlé de Popstar. On va parler de 2 choses. Moi, c'est la première saison où je regarde pas Koh-Lanta. J'ai l'impression que Koh-Lanta est en train de mourir de sa belle mort. Ah non, vous regardez? Mais vous arrêtez, Gilles, comme ça, de démarrer en racontant des... Alors, ce n'est que votre point de vue. Oui. Ça marche. Alors, c'est d'une stabilité incroyable en termes d'audience, alors que tout le monde sait que la télévision baisse. Et 1,3 million en replay. C'est le record absolu de tous les programmes confondus en replay. Donc, peut-être que vous... Ah non, mais il y a Laura qui est ici et qui est fan. Ah non, mais de commencez pas à associer des gens comme ça, en plus, qui sont des invisibles, que je n'ai pas vus. Et qui m'a dit, en plus, Laura m'a dit, j'espère que tu inviteras le gagnant de Koh-Lanta. En plus, ça me touche vraiment parce que c'est la dernière émission que j'ai produite. Oui. Et donc, elle est exceptionnelle. Il y a une rivalité qui fonctionne extrêmement bien. Regardez, je pense que malheureusement, vous étiez occupé par d'autres choses, probablement par écrire vos papiers. Et que le mardi vous a perturbé, comme d'autres. Et donc voilà, regardez-le en replay. Vous êtes fier de la Star Academy, retour? Je suis très fière. Je suis très fière, d'autant plus que j'ai été gentiment invitée par Jean-Louis Blot et Mathieu Verne avec mes vieux camarades de la première session. Et ça a été un revival. Ça a été oui, c'est ça. De toute façon, vous me mettez de la musique, je bouge. Ça a été un revival. Je suis très très fière parce que ça met en avant des jeunes talents. Et quand on voit le succès de Pierre Garnier là, quand même 51 millions d'écoutes de son titre. Là, il a annoncé la sortie de son album début juin hier soir. Là, en l'occurrence, si vous êtes à Rouen ou à Lille ce week-end, il y a la tournée, 450 000 billets. Donc c'est une ferveur nationale. C'est des jeunes qui sont exceptionnels. Je suis ultra fière. En plus, une tournée qui va dans des villes moyennes, des artistes qui acceptent d'échanger avec eux. Et c'est des moments de transmission qui sont précieux. Et puis, je vais vous dire, ça fait de mal à personne en ce moment. Voilà. Hein, c'est ce genre de sujet. Merci beaucoup. Et on est obligé de revoir l'ancien jury revenir? Écoutez, moi, ça m'a bien plu de les revoir. Non, mais parce que je pense qu'évidemment, il y a des Madeleine de Proust. Voilà. Je pense que ça a donné une nostalgie. Peut-être que d'ailleurs, les producteurs en tiendront compte. Mais il y a aussi des gens très bien qui ont rejoint cette nouvelle édition. Merci infiniment, Alexia Laroche-Joubert, d'avoir passé ce début de matinée. Parce que je parle vite. Bon, on vous libère dans les bouchons. Merci. Bon courage pour traverser Paris. Merci infiniment. On va se retrouver, nous, dans un instant, Gilles, à demain. Et nous, dans un instant, avec nos débatteurs
pour tenter de se mettre d'accord sur les sujets de l'actu du jour. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord.